Français parlent aux Français du bout du monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro des Français qui parlent aux Français du bout du monde. Bonjour Joël François Dumont et toujours en duplex de Berlin. Je vous laisse présenter nos invités européens aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel, et bien, notre tournée se poursuit après l'Amérique latine la semaine dernière et le Mexique, puisque le Mexique n'appartient pas à l'Amérique latine mais à l'Amérique du Nord, dont elle est le sud. Nous retrouvons cette fois-ci en Europe et en Europe centrale. En Europe centrale avec un vieil ami qui s'appelle Joël Bross, le colonel Joël Bross, et son épouse, Jana Bross. C'est donc un couple franco-tchèque qui sont maintenant basés en Moravie. Mais la vérité est de dire que le colonel Bross, je l'ai connu il y a à peu près 20 ans. À l'époque, il était attaché de défense à Bratislava. Et je dois dire qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire à l'époque avec l'ambassadeur de France, M. Thureau. Ils ont réussi tous les deux à intéresser Paris à l'histoire de la Tchéco de l'Union slovaque. Bien qu'au départ, quand on m'a parlé d'aller en Slovaquie, on n'avait pas vraiment l'intérêt. Moi, la Slovaquie, comme pour beaucoup de Français, c'était peut-être quelque chose qui avait à voir avec la Tchécoslovaquie. Donc, on pensait que c'était une province, ou le sud ou le nord de la Tchécoslovaquie, ou on pensait que c'était le royaume d'Ottokar, vous savez, le livre de Tintin très connu. Enfin, pour les Français, pour la plupart, les plus instruits, c'est ça. Pour les autres, n'en parlons pas. Et donc, j'ai découvert un pays absolument magnifique, qui promet beaucoup. Je suis maintenant basé à Berlin, donc je vais souvent en République tchèque. J'ai eu le plaisir d'aller en Moravie, de découvrir grâce à Joël la Moravie, de découvrir même Austerlitz, je ne connaissais pas du tout. Bon, il vaut mieux pas y aller en hiver parce qu'en hiver il fait plutôt froid. Mais ce sont des pays magnifiques et surtout ce sont des pays qui évoluent sur le plan économique d'une manière extrêmement rapide, au point que les observateurs sont de plus en plus nombreux à considérer que dans quelques années, on pourra parler de la République tchèque comme d'une deuxième Suisse en Europe. C'est vous dire que depuis que ces pays ont accédé à l'indépendance, depuis que ces pays ont rejoint l'Europe, eh bien, ils vont en devenir demain des petits moteurs. Et ils le sont déjà, parce que quand on parle de moteur, on parle aussi de voiture. Et dans ce domaine, la République tchèque, je crois, a des liens très anciens avec l'ingénieur et le monde de l'ingénierie. Joël, après ces quelques mots d'introduction, peut-être un premier mot. Quelle est votre histoire personnelle? Comment êtes-vous arrivé là-bas? Parce que j'ai bonne mémoire. Vous étiez quand même à l'époque, j'ai connu votre père. Vous êtes né en Afrique. Vous êtes d'une famille qui vient du nord de la France. Et alors, j'étais stupéfait de découvrir quelqu'un qui parle à la fois, mais parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est sans accent. Le tchèque, le slovaque, le russe, le polonais, bon, bien sûr, le français, l'anglais, bon, l'allemand, évidemment, enfin, des choses simples, quoi. Hein, mais parfaitement, Joël. Dobrý den, bonjour. Dobrý den. Bonjour, alors, c'est bonjour en tchèque. Effectivement, après être né au Congo, après avoir été à l'école en Algérie, être issu d'une famille du sud de la France, je me suis intéressé après l'espagnol et l'anglais, l'italien, au russe, etc. Et le hasard, enfin, je dirais la grande vague du destin, m'a déposé en juillet 88 à Prague, à l'ambassade. Et là, alors que je venais de faire, en fait, dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur, de finaliser des études de russe et de polonais. Et donc, je me suis retrouvé en Tchéquie, en Tchécoslovaquie. Donc, je me suis mis très, très vite au tchèque. Et j'ai appris à connaître un grand pays, deux grandes nations, les Tchèques, les Slovaques, peut-être même sans faire de politique, les Moraves, qui sont au milieu. Et ça m'a plu. Donc, puis le hasard a fait qu'ensuite, j'ai été désigné pour faire l'école supérieure de guerre en République fédérative tchèque et slovaque, donc juste après la révolution de velours, à Brno, donc en Moravie. Et puis encore, entre guillemets, le hasard, la vague du destin m'a poussé en Slovaquie, qui venait d'être créée pour être le premier attaché de défense. Et puis j'ai connu ma femme. Ensuite, j'ai pris la décision après une carrière assez internationale, de m'installer
entre les deux, en Moravie, avec Yana, qui est d'origine morave. Voilà, pour une présentation succincte. Je précise quand même que le colonel que vous êtes était un colonel issu des troupes d'élite de l'armée de l'air française, hein, donc les commandants de l'air. C'est pas peu dire. Oui, ça fait plaisir d'entendre ça. Un jour, quelle fait pas ma stupéfaction, avec le général d'armée à Paris, nous recevons un mail de Joël et Jean-Michel, vous savez ce qu'il y avait? Non, mais je compte sur vous pour tout nous dire. Pardon, je vous ai un peu coupé la parole. La première chanson. Alors, la première chanson de Joël, donc nous l'entendrons tout à l'heure, parce que depuis, il y en a eu beaucoup, parce que Joël, en plus, il n'est pas seulement professeur aujourd'hui, il n'est pas seulement interprète, il n'est pas seulement historien, en plus, il est chanteur. Et quand il réunit là-bas des jeunes, ou ce sont des centaines de gens qui viennent l'entendre. Et naturellement, vous imaginez qu'il y a une femme qui chante avec lui. Voilà, donc nous aurons tous les deux ensemble, et pas seulement pour chanter, mais aussi pour parler tous les deux. Peut-être un petit mot à Jana aussi. Hein. Jana, donc, vous êtes tchèque, donc vous êtes né tchécoslovaque, bon. Ouais. Mais vous avez des parents, le père et la mère, qui étaient francophones et francophiles, ouais. Mais déjà, vos grands-parents l'étaient, puisque votre grand-père a été un de ces membres de cette prestigieuse légion tchécoslovaque qui, sous l'uniforme français, a combattu en France pour la libération de la France en 14-18. Est-ce que je me trompe? Ah non, exactement. Ils sont devenus finalement, ça s'est passé très vite, 1914 avec le début de la guerre. Ils étaient déjà convoqués comme les garçons qu'ils avaient à l'époque 18 ans dans l'armée autrichienne. Mais il voulait pas se battre pour la monarchie parce que les tendances de créer un État souverain à l'époque c'était déjà très fort. Alors ils sont passés du côté des Russes. Et ils attendaient finalement ce qui va se passer. C'était le temps quand les unités des légions tchécoslovaques commençaient à se créer un petit peu sous la gestion de Monsieur Masaryk, Stefanik et aussi il faut pas oublier Eduard Beneš qui vivait à l'époque en Angleterre et en France. Monsieur Masaryk, qui était historien, philosophe, etc., et puis le premier président tchécoslovaque, il est allé en Russie pour justement motiver tous ces hommes tchèques, slovaques qui se sont retrouvés en Russie pour créer la base de la future armée tchécoslovaque. Et là, il y avait toute une période qui se passait, mais attention, la légion tchécoslovaque, c'était pas seulement en Russie. C'était la majorité, je dirais, la grande partie, mais puis il y avait aussi les légions tchécoslovaques, par exemple, en France, au sud de la France, mais peut-être mon mari qui oui. peut dire un peu plus de choses sur ça. Oui, je vais rajouter quelque chose là. Effectivement, ils étaient en Russie, mais ils étaient en Russie pour combattre les bolcheviks. S'étaient mis aux côtés ce qu'on appelait à l'époque les Russes blancs, et souvent sous commandement d'officiers français. Donc j'ai pas souvenir de nom maintenant parce que j'ai pas regardé ça depuis longtemps. Mais ensuite, lorsqu'a éclaté la Première Guerre mondiale, justement, le général Stefanik, d'origine slovaque, qui avait pris de la nationalité française, à Paris, avait reçu comme mission de la part de Poincaré de réunir justement ces légionnaires tchécoslovaques et pour renforcer l'armée française. Et donc, une partie est rentrée de Sibérie, donc comme les grands-parents de Yana, une partie est rentrée directement en Tchécoslovaquie, en passant par le Japon, et l'autre partie est descendue par l'Inde. Par l'Inde, est arrivée dans le sud de la France. Dans le sud de la France, où
Stefanik avait créé un grand centre de tri, qui se trouve à Agde. Et donc, à partir de là, les légionnaires qui voulaient continuer à combattre pour la liberté de l'Europe étaient dispatchés dans les unités françaises. Peut-être un petit mot quand on parle de Stefanik, parce qu'on va en reparler certainement. Oui. Nous étions ensemble, Joël, le 20 février 1997, on ne rajeunit, boulevard des Maréchaux, vous voyez la porte Saint-Cloud. Quand on prend le boulevard des Maréchaux à la porte de Saint-Cloud, on fait 200 mètres sur la gauche et il y a une place. Et cette place s'appelle place Milan Stefanik. Alors, qui était Milan Stefanik? Brièvement, Milan Ratislav Stefanik. Alors, boulevard Maréchaux, donc la garde républicaine, a rendu ce jour-là les honneurs militaires à l'un des héros français de la Première Guerre mondiale, le général Milan Ratislav Stefanik. Naturalisé français à 20 ans, le jeune Stefanik, qui était hongrois parce qu'à l'époque la Slovaquie n'existe pas, c'est une province de la Hongrie, était docteur en sciences à 20 ans et il publiera en 10 ans 12 traités scientifiques. En 1914, Stefanik a 32 ans quand la guerre éclate. Il s'engage comme simple soldat. 3 ans plus tard, il sera général de l'armée française, un cas unique dans les annales militaires. De Washington à Moscou, il sera l'homme des missions impossibles. C'est lui notamment qui inspirera les traités de Trianon et de Versailles. Stefanik avait une vision de l'Europe. Il croyait que les Slaves et les Latins devaient se retrouver sous l'égide de la France pour construire ensemble une nouvelle Europe. La France et la Slovaquie, aujourd'hui indépendantes, lui rendaient ce jour-là un hommage solennel. Alors nous étions là, à l'époque, avec des survivants du bataillon Foch. Oui, et je me souviens, c'était l'époque, oui, c'est vrai que maintenant, je pense qu'ils sont tous, ils ont tous disparu. Tous ceux qui ont combattu sous le commandement à l'époque du capitaine Delanurien, tous ces soldats, sous-officiers, officiers français qui étaient prisonniers en Autriche et surtout en Hongrie, s'étaient évadés et s'étaient retrouvés en Slovaquie, avaient créé une unité, une compagnie qui ensuite a rejoint la brigade Stefanik, justement, qui était une unité de l'armée russe qui arrivait par l'Ukraine. Et cette unité a commencé les combats le 28 août, c'est-à-dire un jour avant ce qu'on appelle le soulèvement national slovaque, le 29 août. Et ces officiers, ces soldats, j'ai eu l'honneur de les retrouver avec quelques années plus tard, quand j'étais attaché de défense, pour remettre à l'honneur et au goût du jour un monument qui se trouve à Strečno, en Slovaquie, où on voit qu'il y a, si je me souviens bien, 53 ou 55 noms de Français tombés au combat. Et à partir de là, on a recommencé à parler de la participation française à la libération de la Slovaquie. Là, je dirais, Joël, vous avez joué un rôle particulier, l'ambassadeur Thureau à Bratislava et vous-même, pour que ce fait soit connu des Français, parce qu'il ne l'était pratiquement pas. Vous avez réussi à intéresser d'abord l'armée de l'air, mais aussi l'état-major des armées, puisque le chef d'état-major des armées est venu sur place à Streczno pour rendre hommage à ces Français qui se sont soulevés. Alors, dans ces Français, il y avait effectivement une poignée de lieutenants qui s'étaient évadés de Hongrie, mais il faut rajouter des ouvriers français qui étaient dans le cadre du STO, dans une usine souterraine, voilà, dans une usine souterraine du côté slovaque, et ces ouvriers français, ils étaient une cinquantaine, avec ces militaires français évadés de Hongrie, ont rejoint les résistants slovaques et ont formé effectivement le soulèvement national contre l'occupant allemand. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Streczno, vous me l'avez expliqué vous-même sur place,
c'était vraiment, quand la route descend sur l'Europe du Sud, c'est en plein milieu. Et ces Français, le 29 août 44, avec les Slovaques résistants et d'autres, d'ailleurs, il y avait des Roumains, il y avait même des Russes, et bien sûr, de très nombreux Slovaques, ils ont harcelé la première division blindée de la Waffen-SS avec succès, en déclenchant ce soulèvement national slovaque, alors que Paris était déjà libéré. Alors, la plupart de ces hommes sont malheureusement morts aujourd'hui. Mais jusqu'à une période récente, tous les 29 août, à Strechnau, les survivants faisaient le pèlerinage. Et grâce à vous, j'avais connu un homme extraordinaire, Rudolf Liss, interprète du bataillon Foch, un petit homme qui était jovial, qui était adorable. Et Rudolf a chanté pour nous, pour la télévision, il a chanté le chant des partisans devant ce magnifique monument qui est sur les hauteurs de Strechnau. Et je dois dire qu'il me disait à l'époque, je me sens à moitié français. Pour que l'amour de la patrie, la haine des tyrans, pour nous, la franchise, nous sommes des partisans. Voilà, donc cette page d'histoire aussi, vous avez contribué à la faire connaître. Hein, et je dois dire que c'est vous qui m'avez fait connaître cette région. Pour ajouter quelque chose d'intéressant sur Strechnau, j'avais organisé, avec justement toujours la coopération de l'ambassadeur Thureau, les généraux en France, comme le général Mermet, les chefs d'état-major, etc. J'avais organisé le premier exercice franco-slovaque du commandement des opérations spéciales avec l'équivalent slovaque, avec parachutage à 8 km de Strechnau. On avait fait ça comme un exercice réel. Parachutage. Ensuite, moi, j'ai été largué premier. Derrière moi, pour la première fois, les Slovaques voyaient un aumônier parachutiste qui avait arrivé en bas. Alors, on avait fait la progression de 8 km vers Strechnau. À Strechnau, il avait sorti tout ce qu'il avait dans sa misette. C'était tout pour faire la messe, une messe de campagne. C'était la première fois que les gens voyaient cela. Et à partir de cela, il y a eu tout un grand développement. Il faut dire aussi que les Slovaques étaient très très francophiles. Et j'espère que on ne les laissera jamais tomber, quoi. Voilà. Alors, il faut quand même dire quelque chose, c'est que si en France, la plupart des gens ignoraient cette page d'histoire écrite avec le sang de cette lignée de militaires français et d'ouvriers français, donc, qui étaient des gens du STO, qui étaient révoltés donc contre la première division blindée de la Waffen-SS, il y a quand même quelqu'un qui leur a rendu un jour en hommage, c'était à Moscou, le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait, depuis Moscou, rendu hommage à ces gens, et il avait dit qu'il était quand même extraordinaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette mention à l'époque du général de Gaulle, on n'aurait jamais su même que cet épisode s'était déroulé. Mais aujourd'hui, maintenant, il est inscrit dans les faits. Il y a un magnifique musée là-bas que j'ai pu visiter grâce à vous. J'ai vu d'ailleurs que l'uniforme du colonel de Lanourier y était, en bonne place. Et c'est vraiment quelque chose qui va permettre de reparler de cette relation particulière tchéco-trédunion slovaque qui a existé en France avant la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant la Première Guerre mondiale et juste après, puisque c'est cette poignée de 3 hommes à Paris qui ont réussi à façonner le traité du Trianon pour redonner naissance à la Pologne, qui n'existait plus, pour créer la Tchéco-Trédunion-Slovaquie, et pour redonner à des nationalités qui étaient fondues soit dans la Hongrie, soit dans l'Autriche, soit dans l'Autriche-Hongrie, soit chez les Russes ou ailleurs, ou en Autriche simplement, et bien qui ont retrouvé leur dignité et leur personnalité. Alors Joël, vous êtes intéressé à cette page d'histoire. Parlez-nous un petit peu de cette relation ancienne entre la France et la Tchéco-Trédunion-Slovaquie. Déjà, cette relation ancienne, on peut tout de suite reparler de Stefanik. Il faut savoir que Stefanik était un étudiant brillant, mais il avait aussi un professeur brillant. Son professeur, c'était Masaryk. Tous les deux étaient déjà des gens qui pensaient à
au niveau de la nation tchèque et tchéco-morave et de la nation slovaque. Donc les Habsbourg les avaient sermonnés. Stéphanik avait été exilé, donc il est parti en France. Oui, mais je parlerai de Stéphanik après. Oui, c'est juste pour comprendre un petit peu mieux l'histoire, parce qu'on parle de la Tchécoslovaquie, mais on peut s'imaginer que les Tchèques, les Slovaques, ils avaient chaque nation, elle avait déjà sa propre histoire. Par exemple, les Tchèques, le royaume tchèque de Bohême, je pense que peut-être l'empereur Charles IV, il est connu. C'était le royaume de Bohême. C'était au Moyen Âge, c'était très très célèbre. On peut aussi mentionner que la première épouse du roi tchèque et de l'empereur Charles IV était française, Blanche de Valois. Alors voilà, on peut parler des relations entre les Français ou entre les Français, la France, les Français, la Bohême depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, les Habsbourg se sont retrouvés à la tête de la monarchie. C'est un petit peu plus compliqué, mais on peut dire au XVIIe siècle pour presque 2-3 siècles. Mais il y avait ces nations qui gardaient toujours l'esprit, le désir de un jour devenir souverain. Il faut toujours un petit peu voir plus des racines de tout ce qui s'est passé finalement après au XXe siècle, parce que justement je parlais de mes grands-parents qui se sont retrouvés en Russie. Je sais qu'on confond toujours un petit peu. C'était déjà à l'époque l'Union soviétique à cette époque-là, mais la Légion tchécoslovaque à cette époque-là, ils avaient une histoire très très dure, parce que justement au moment ils se sont retrouvés en Russie 1914 et après la révolution en 1917 soviétique, ils se sont retrouvés dans la situation très compliquée, parce que bien sûr que tous ces Tchèques et Slovaques qui se sont retrouvés dans les futures légions tchécoslovaques, la majorité était anti-bolchevique. Ça signifie qu'ils étaient obligés de quitter la Russie par une grande aventure, par la Sibérie. Ils étaient pendant toute cette période qui durait plusieurs années, ils étaient obligés de se battre contre les soviétiques, contre les bolcheviks, contre les Allemands qui étaient aussi sur place, etc. Et c'est aussi une histoire très 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 intéressante de l'histoire tchèque. Et comme on a parlé de Masaryk, Stéphanik et Beneš, ces gens-là, justement, ils opéraient à cette époque-là, surtout en France. Et je parlais aussi en Angleterre, de l'Angleterre, mais à cette époque-là, la France s'est beaucoup impliquée dans tous ces événements, et la Tchécoslovaquie au début était soutenue par la France. Et j'ai lu quelque part aussi que, par exemple, Eduard Beneš, il a proposé comme la monnaie, la future monnaie tchécoslovaque, 1 franc. Ça signifie l'argent français. Bon, après il y avait un appel d'offres. Alors c'était la couronne qui s'est établie. Mais ce que je vais dire que les contacts et les relations franco-tchécoslovaques, tchéco-français, etc. Au début ou après 1918, c'est l'année de la création de la Tchécoslovaquie, était, je dirais, vraiment très très amicale. Et pourquoi aussi mes familles étaient très très francophones, et par exemple ma mère a étudié le lycée français à Prague, parce que les Français, la France, c'était pour les Tchèques qui avaient déjà leur histoire très importante, mais qui avaient aussi toujours un petit peu la mentalité de la réforme, dans laquelle la liberté c'était toujours quelque chose de très intéressant.
intéressant. Alors, ils ont beaucoup apprécié les Français et la France parce que la liberté, c'est toujours quelque chose de très important. Alors, voilà, c'était comme ça. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, Yana, je te remercie d'avoir parlé de l'empereur Charles IV parce que peu de gens savent que les territoires de l'empereur Charles IV à l'époque, roi de Bohême, allaient jusqu'à Avignon. Et que si vous allez au Palais des Papes, à l'intérieur du Palais des Papes, vous verrez une statue en pied de l'empereur Charles IV. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, à propos des contacts avec la France, je reviens sur Stéphanique, mais des historiens comme M. Marèche seraient plus précis que moi. Hein. Moi, je reste très, très général. Il y avait déjà une émigration tchécoslovaque, tchèque, qui commençait déjà à faire savoir que il y avait une nation qui existait. Et Stéphanique, lui, donc exilé, a pris tout de suite la nationalité française. C'était d'abord quelqu'un qui a réformé tout le domaine de l'astronomie. Il a créé l'Observatoire du Mont Blanc. Il était à Meudon, où il était déjà un savant. Il était à Meudon, tout à fait. Et c'est pour ça que Meudon a créé un jumelage avec Stretchno, justement. Et donc, pourquoi est-ce qu'il s'est fait connaître dans l'armée? Parce que il a inventé plus ou moins ce qu'on appelle la météo qui existe maintenant pour le domaine aérien qui était tout à fait nouveau. D'ailleurs, tous les gens pensaient qu'il était pilote, il n'était pas pilote, il était observateur et justement, il montait dans les avions pour observer la météo. Donc, il a continué, comme j'expliquais, c'est lui qui a reçu comme mission de rassembler les légions tchécoslovaques, mais surtout aussi, c'était l'époque où la communication se faisait à Paris au travers des réunions avec des journalistes. Et justement, il était connu pour avoir pas mal de conquêtes féminines, dont une journaliste très très proche de Poincaré, et grâce à elle, il a pu faire passer pas mal d'idées sur la présence, l'existence de la nation tchèque et de la nation slovaque. Tout à l'heure, tu as parlé du lycée français. Il faut savoir aussi que donc dès que la Tchécoslovaquie a été créée, la France était le partenaire numéro 1 de la Tchécoslovaquie. La mission militaire à Prague n'avait rien à voir avec ce qui est maintenant. C'était pratiquement une petite brigade. Et lorsque la Tchécoslovaquie a existé, peu de personnes savent que la partie hongroise a voulu tout de suite envahir de l'autre côté du Danube. Si on trace une ligne droite entre Bratislava et Košice, qui est à la frontière ukrainienne pratiquement, et pour retrouver les parties les plus intéressantes. Et justement, la nouvelle armée tchécoslovaque, aidée par l'armée française, a aidé à repousser les assauts hongrois, et c'est pour ça que la Tchécoslovaquie est restée telle qu'elle. Donc, la France a toujours été très présente. Elle était présente aussi même en 88, puisque le premier président d'un pays occidental qui a rendu visite en visite officielle à Tchécoslovaquie, c'était François Mitterrand. Moi, j'étais présent. Je suis très content d'avoir vécu toute cette période parce que j'ai vu que la France était encore à l'époque très très influente, puisque même la partie officielle communiste, sachant que Mitterrand avait invité le président de la Charte 77 dissident, n'a pas eu le courage elle a eu plutôt, je dirais, la politesse de laisser faire, et parce que c'était quand même la personne qui faisait le plus peur au président Husak, le président d'ailleurs slovaque, communiste. Et Václav Havel a été reçu par le président Mitterrand dans le cadre de ce que tout le monde ici connaît, le petit déjeuner de décembre 88. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que
la France a continué à aider le renouveau post-révolution de velours en Tchéquie et en Slovaquie, surtout en Slovaquie, puisque au plan économique, il faut savoir que la Tchécoslovaquie et la partie slovaque étaient, dans le cadre de la stratégie soviétique, faisait partie de ce qu'on appelle le TIL, les arrières. Donc, toutes les grandes usines construites par les Allemands servaient en cas de guerre à produire les gros engins militaires. Et donc, quand il y a eu la révolution de velours, la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie, c'était un poids énorme pour les Slovaques de reconvertir cette industrie lourde d'armement. Et la France a aussi aidé la Slovaquie dans ce domaine, et dans le cadre d'un projet qui s'appelait Conversion. Voilà. Oui. Et je pourrais en parler des heures, je pourrais en parler des heures de la partie slovaque, de la participation. Je crois que c'est une occasion. Mais je crois que c'est une occasion de rendre un hommage, je n'en rends pas souvent, à François Mitterrand en politique étrangère. Autant en politique intérieure, je veux dire que le succès de sa politique, on demande toujours à le comprendre, hein. Mais par contre, en politique étrangère, François Mitterrand a fait quelque chose de remarquable à mes yeux. Il a fait ce que De Gaulle n'a pas eu le temps de faire, malheureusement il n'a pas eu le temps de faire, c'est en Europe centrale, en Europe orientale et dans les pays baltes, de retrouver ces liens anciens, avec la Pologne aussi, qu'il y avait avec la France avant 1940. Autrement dit, Mitterrand a prolongé l'action de Gaulle dans le domaine diplomatique dans cette région du monde. Et ce sont des gens comme l'ambassadeur Thurau ou Joël Bross en Slovaquie qui ont joué ce rôle. Et j'en ai été le témoin de nombreuses fois, puis j'ai fait de nombreux voyages grâce à vous dans cette région du monde qui est devenue pour moi très chère, parce que c'est intéressant. Alors, Jean-Michel. Je vous propose d'écouter, chers amis, le duo Joël et Jeanne, puisque nous avons la chance d'avoir le duo qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Ne voyez pas avec les paroles que vous venez de prononcer, mon cher Joël François, de message subliminal, mais le titre de la chanson est « Quand l'amour se casse la gueule ». Když se láska propadá, když chce být každý sám, jako ptáci strachem oblétají, když se lásky propadají. Quand
quand les mots ne comblent plus le vide et les corps ne sont plus avides. C'est comme entendre le vieux cerf bramer quand l'amour se casse la gueule. Oh, oh, oh. Quand l'amour se casse la gueule. Quand chacun veut se retrouver seul. C'est comme voir les oiseaux s'envoler quand l'amour se casse la gueule. Dans cette 7e émission des Français qui parlent au français du bout du monde, mon cher Joël François, nous avons eu le plaisir de découvrir un beau duo, non seulement qui nous raconte l'histoire de la Tchécoslovaquie et aujourd'hui des républiques tchèques et slovaques, mais également un duo de chanteurs avec deux voix admirables. Alors, je ne parlerai pas du timbre de voix de la chanteuse qui est déjà très beau, mais je parlerai du timbre exceptionnel aujourd'hui dans la chanson française du chanteur, parce qu'entendre une vraie voix masculine, ça fait du bien par rapport aux chanteurs que l'on nous présente comme généralement à la mode. Et je m'arrêterai là pour les commentaires. C'était donc Quand l'amour se casse la gueule avec Joël Brosse et Jana Brosse qui sont nos invités aujourd'hui, Joël François. Alors, Jean-Michel, imaginez un jour, j'ouvre mes mails et je reçois un fichier. J'écoute ce fichier et j'entends une chanson magnifique. Et tiens, qui c'est qui m'envoie une chanson? Et je vois, c'est Joël Brosse. Bon, j'ai pas eu le temps de finir d'écouter cela. Je reçois un coup de téléphone du genre, mais un mec, il me dit, tu as reçu la même chose que moi? Ah, je dis, attends, je sais pas, moi je viens de recevoir une chanson. Oui, mais il dit, tu sais qui chante? Non. C'est Joël Brosse, le colonel Brosse. Non, tu plaisantes. Joël Brosse, moi je le voyais colonel dans les commandos de l'air. Hein, c'est ce que vous nous avez expliqué, oui. Un homme d'action. Et là, je découvre une voix de grand chanteur. Bon, c'est pas, on ne vient pas chanter en 3 minutes. Hein. Ça prend du temps. Et je n'avais jamais vu de guitare dans son bureau. Donc, je ne pouvais pas le savoir. C'était une surprise. On a bien discuté, on a réécouté ensemble. Et, dis donc, il chante bien en plus. Hein. Et voilà une nouvelle carrière pour Joël. Bon, ben Joël, alors, d'où est venue la chanson? Et quel est l'intérêt surtout de la chanson dans la région où vous êtes? Exactement. Donc là, on passe au domaine de la culture. Il faut savoir qu'ici en Moravie, dans la sous-région où nous habitons, qui s'appelle Slovatsko, la Moravie slovaque, si on veut le traduire en français, chaque village chante, danse. Chaque village a ses traditions, ses costumes. Sa façon de chanter, parce que on retrouve des façons de chanter à la polonaise, c'est-à-dire il ne prononce pas le L, il prononce le W. C'est très intéressant au plan linguistique, au plan de l'ethnologie. Et donc moi, je me suis dit tiens, je m'éclate. Alors et puis sachant que les gens qui chantent et qui dansent, pour moi, sont des gens de bonne volonté. Et effectivement, les gens m'ont accepté immédiatement, sans problème. D'ailleurs, nous avons fait une émission de télévision ici qui a eu pas mal de succès, justement où l'on fait, où on nous voit chanter avec les groupes folkloriques, dont mais que j'invite régulièrement à mes concerts. On fait des petits festivals. Et ce que j'aimerais aussi rajouter là, c'est que pour contrer, entre guillemets, à notre petit niveau, les fausses idées sur les Slaves, je fais savoir que tous ces chants sont très similaires aux chants bretons. Donc, une fois, nous avons organisé un voyage en Bretagne
avec les lycéens et leurs parents, où travaille Yana. Et nous avions commandé un cours de danse bretonne dans comment on appelle ça, un musée ouvert, là. Comment tu dis, un skansen. Poulfétan. Et on avait dit aux jeunes de prendre, parce que j'ai oublié de préciser que dans chaque lycée, et au moins dans le lycée où travaille Yana, il y a un groupe de musique des jeunes, parce que tous les jeunes ici savent jouer du violon ou du piano ou du violoncelle, etc. Donc on leur avait dit de prendre leur costume et chacun leur instrument de musique. Arrivé là-bas, à Poulfétan, on va au cours de danse. Ah, super, première surprise, les pas de danse étaient les mêmes que les pas de danse qu'ils font ici. Et ensuite, donc les Bretons étaient vachement contents. D'ailleurs, parmi les Bretons, il y avait un Morave qui était émigré depuis très longtemps. Il se trouvait là, il savait même pas qu'il y avait des Moraves qui allaient arriver. Et donc tout le monde a commencé à danser et à chanter ensemble. Alors là, je leur ai dit, vous savez pourquoi vous avez les mêmes pas, etc. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la région de Slovatsko, il y a une ville qui s'appelle Modra. À l'époque, entre le 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, il y avait les Celtes, il y avait une tribu celte, les Volques qui ont, alors, du côté tchèque, il y avait les Boïens, hein, qui ont donné le nom à la Bohème, qui ont migré vers le sud-sud-est, et les Volques qui ont migré vers le sud. Ils ont migré vers le sud, ils ont créé une première ville. Vous serez très très surpris de savoir que c'est la ville de Nîmes. D'ailleurs, quand vous visitez Nîmes avec une guide touristique, elle précise, la ville de Nîmes a été créée par la tribu celte des Volques. Ensuite, ils ont continué, ils ont créé une autre ville, Toulouse. Et après, ils sont arrivés au bord de mer. Ils sont partis à droite, parce qu'à gauche, il y avait des montagnes. Ils sont remontés au bout du monde, parce que Bretagne, ça signifie Brace, le bout du monde. Et là, ils sont installés. Et voilà. Donc, à partir de là, j'ai des amis qui se sont fait faire un contrôle ADN pour rigoler. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit de ce contrôle ADN? Origine celte. Alors, pour moi, je pense que la culture, les chants, les danses sont un des meilleurs moyens. C'est ce qui je pense, a permis à la Tchécoslovaquie de garder son intégrité, alors que les Russes, à l'époque, les Soviétiques, essayaient de faire passer toute leur culture. Ils n'ont jamais réussi à même transpirer au travers de la musique et les danses folkloriques tchéco-moravo-slovaques. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est l'arme de l'âme qui est et je dirais, peut-être que ça fera sourire certains, c'est l'âme de l'âme et de l'amour. Et il n'y a pas une seule arme qui peut arriver à combattre ça. Et les gens continuent. Les gens continuent. Nous sommes en 2021. Je vois les jeunes là, parce que j'aide ma femme de temps en temps pour les préparer, les jeunes à l'oral du bac en français. Je coach depuis maintenant presque 10 ans les jeunes qui veulent chanter, faire de la chanson française. On gagne souvent le premier prix d'ailleurs, entre parenthèses. C'est surtout grâce à elle. Il faut savoir que ici, cette culture, comme en Bretagne, comme dans le Midi d'ailleurs, hein, en Camargue, etc. C'est ce qui permet de ne pas se laisser infiltrer par n'importe qui et par n'importe quoi. Et je répète, j'ai toujours été impressionné par les jeunes qui savent tous jouer d'un instrument de musique. Là, par exemple, je prends l'exemple d'une jeune fille. Si vous voulez, je vous enverrai 2 ou 3 des chansons qu'elle chante en français avec lesquelles elle a gagné le premier prix. Cette jeune fille que j'ai connue, elle avait 14 ans. Elle a commencé à parler. Je lui ai dit, mais tu dois chanter, toi? Elle me dit, oui, je chante dans un groupe folklorique depuis l'âge de 8 ans. Alors, je lui ai dit, écoute, ton timbre de voix m'intéresse, on va continuer ensemble. Au fur et à mesure, elle gagnait à chaque fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune fille, elle joue du piano,
elle joue du violon, elle joue du violoncelle, elle joue des morceaux folkloriques, elle joue en philharmonie, elle joue de la pop, elle joue tout. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui veut dire que ces jeunes sont impénétrables. Ils restent dans leur culture. Et ça, je pense que c'est un exemple. Alors, il faut savoir aussi, de nombreux hommes politiques, et comme je disais au début de l'émission, d'entrepreneurs en Tchéquie, à Prague, sont souvent des Moraves. Et quand ils reviennent pendant les fêtes, les festivals, etc., qu'ils soient du parti politique A, B, C, tous, ils prennent le violon et ils commencent à chanter. Ça reste toujours de la bonne volonté. Et ça m'a assez impressionné et ça m'a beaucoup plu. Parce que moi, j'ai été, étant jeune, très impressionné par les hommes de bonne volonté de Jules Romain. Et je vois que c'est une grande force. Voilà. Alors, ce que vous dites sur la musique m'intéresse beaucoup. Ça me rappelle un souvenir personnel. Quand j'étais au lycée, quand j'étais enfant, je jouais du pipeau, parce que ma classe jouait du pipeau. Et donc, la musique faisait partie du programme. Un jour, j'étais journaliste pour TF1 à Luxembourg. Il faisait une tempête. Le chauffeur du ministre de l'Agriculture, un certain Jacques Chirac, tombe en panne, ne peut donc pas venir amener son ministre. Donc, j'emmène Jacques Chirac dans ma voiture. C'était une petite Triomphe à l'époque. Et on n'y voyait rien du tout à cause du brouillard. Normalement, il pleuvait, mais il y a eu du brouillard. Et donc, j'oublierai jamais Jacques Chirac qui était à mes côtés dans la Spitfire. Nous sommes allés dans un village, on était perdus dans un village luxembourgeois. Jacques Chirac prend la lampe torche pour essayer de regarder le nom du village. Et il dit, bon, là j'entends du bruit, je vais aller demander. Et je vois Jacques Chirac sous la pluie qui monte le premier étage, qui frappe à la porte. Il ouvre, et là, il est médusé. Qu'est-ce qu'il voit? Une quarantaine de villageois qui chantaient. Alors, il s'est excusé de les déranger, les autres étaient surpris de voir arriver Jacques Chirac sous la pluie. Hein, il est descendu, je sais pas ce qui se passe. Ils étaient tous en train de chanter. Ah, me dit, mais ici, oui, c'est comme en Allemagne, les gens chantent. Et c'est vrai que dans ce pays, les gens ont gardé cette tradition. Puis il y a une deuxième chose. Quand vous êtes en Bretagne, vous voyez des gens qui s'appellent le Marek. Je leur ai dit à l'époque, le Marek, ça vient d'où? C'est un nom qui vient de Tchécoslovaquie. Il y a beaucoup de noms tchèques qui sont passés en Bretagne. Ouais. Donc, il y a un lien, on n'a peut-être pas vu passer à l'époque, mais il y a un lien qui s'est fait. Ce qui explique peut-être ce pas de danse commun. C'était une petite parenthèse historique. J'en profite pour ajouter que le tourisme tchèque, parce qu'il faut savoir que la Bretagne, c'est quand même très loin de la Tchéquie. Hein, ça fait 500 km de plus que d'aller à Nice. Mais le tourisme tchèque en Bretagne est en train de se développer à très grande vitesse. Ça leur plaît beaucoup parce que il y a de la place pour nager, pour se reposer. Et puis, ils sont en train d'investir beaucoup dans l'immobilier breton. Et pourquoi j'ai parlé de la Bretagne? Bon, parce que j'avais envoyé une chanson sur la Camargue, parce que j'ai une partie de ma famille originaire de Camargue, mais aussi une partie de ma famille originaire de Bretagne. et donc, j'aime beaucoup tout ce qui touche au folklore, au patois, au plan linguistique, culturel, les chants et tout ça. Mais finalement, maintenant, je suis en train de penser, il y a 10 ans à peu près, on a fait connaissance avec un peintre breton qui s'est installé ici, à Moravie, qui s'est trouvé son épouse. Et ces tableaux sont très, très particuliers parce que il relie dans son expression les motifs bretons avec les motifs de coin folklorique du pays alors morave.
Et c'est très très particulier. Heureusement, il est mort il y a 2 ans, je pense. Mais ces tableaux sont vraiment très très intéressants. On lui a posé la question, mais pourquoi tu es resté ici? Parce que quand même, la Bretagne, c'est de toute beauté. Mais il a dit que un jour, il a visité la Moravie et qu'il est tombé amoureux de cette région. Alors, il est resté ici. C'est voilà, les sorts, les destins sont. Et il disait toujours, d'ailleurs, il était très connu ici parce qu'il disait, je suis pas français, je suis breton. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Oui. monarchie. Oui. C'est intéressant parce que nous, Français, on a l'habitude de dire l'Empire austro-hongrois, Ouais. alors qu'en Allemagne ou dans votre pays ou ailleurs, on dit en fait la monarchie austro-hongroise. Alors, c'était l'aigle à 2 têtes. Voilà. Ouais. Donc, on n'avait pas la même appellation Ouais. pour désigner le même pays. Mais ce qui m'intéresse peut-être, c'est de rappeler que la République tchèque aujourd'hui est constituée, comme disait Joël tout à l'heure, de 2 très grandes entités. Donc, d'un côté, Oui. la Bohème qui est assez proche de l'Allemagne, sur l'état de critères, hein, et la Moravie, qui est assez différente. Ce sont 2 régions assez différentes. On le voit vraiment quand on regarde les églises. Les églises de Moravie ne sont pas les mêmes que celles de Bohème. Donc, comment pourriez-vous comparer la Moravie et la Bohème pour nous Français? Je serais encore un petit peu plus précise parce que finalement, si on ne parle pas de la Slovaquie, alors la partie tchèque se divise finalement en 3 régions. C'est la Bohème, c'est la Moravie et c'est la Silésie. On peut pas oublier la Silésie parce que comme je travaillais il y a des années, j'ai travaillé à la télévision, j'étais obligée de faire très très attention parce que pour quand même ne faire pas, pour ne pas faire un faux pas. Alors la Silésie est plus a beaucoup de contacts plutôt avec la Pologne. Alors il y a aussi une histoire un petit peu différente. Alors, et maintenant, je vais répondre à votre question, la différence entre la Bohème et la Moravie. La Moravie a aussi un petit peu sa propre histoire parce que finalement, le premier État slave était créé ici en Moravie. Ça s'appelait la Grande Moravie. C'était un État qui était créé avant un État tchèque finalement. La mentalité est un petit peu différente parce que la Moravie, je pense que c'est pas tellement facile à expliquer. Les Moraves sont plus ouverts. Ils sont, je sais pas. Le sud, on parle toujours que dans le sud, on est un petit peu plus traditionnel, qu'on a plus de tradition, qu'on est plus communicatif, etc. Ici, c'est la même chose, même si c'est pas le sud en Méditerranée. C'est vrai que le sud de la Moravie, c'est très joyeux, c'est très communicatif, il y a beaucoup de traditions, etc. Les gens sont très, très accueillants. C'est pour ça, Joël en a parlé, que il a trouvé des gens de bonne volonté, mais ce sont surtout les gens qui aiment apprécier la vie, qui savent s'exprimer, etc. La Tchéquie, c'est peut-être... je pense que c'est aussi, il y a des raisons historiques, mais la Bohème ou la partie tchèque, c'est encore le sud où il y a beaucoup de traditions, où les Tchèques au sud sont aussi beaucoup plus communicatifs, mais tout ce qui est le centre, l'ouest et le nord, je pense que c'est quand même la mentalité qui était peut-être un petit peu plus touchée par les différents événements historiques, qu'il y avait des étranges, ça bougeait beaucoup plus. C'était lié aussi avec les frontières qui changeaient un petit peu. Alors les gens sont restés un petit peu plus fermés, et peut-être même plus méfiants. Si je peux ajouter juste une petite réflexion,
parce qu'on parle de la culture. Quand on parle toujours du monde entier, on parle toujours des choses économiques, etc. Bien sûr que c'est très, très important. Mais la culture, c'est quand même quelque chose qui nous permet, à travers de la culture, communiquer, se présenter, etc. Et ce que je trouve, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes actuellement, on communique aussi avec beaucoup de monde, alors que même si on a créé l'Union européenne qui reste toujours aussi dans les écoles une grande inconnue en ce qui concerne les histoires, en ce qui concerne les cultures, parmi les gens. On se connaît, on a l'impression de se connaître. En réalité, on se connaît pas beaucoup. Et ce qu'il me manque, par exemple, une école secondaire internationale européenne où il y a les enfants des pays européens, de l'Union européenne, qui apprennent déjà l'histoire européenne, qui apprennent déjà les choses l'un sur l'autre, parce que je pense que commencer à suivre les projets, les stages dans les écoles supérieures, etc., je pense que c'est déjà trop tard et que les mentalités sont déjà faites. Je crois que justement, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, ça serait bien si on a déjà des possibilités, un enseignement européen, et ça me manque dans notre union. Voilà. Eh bien, on peut en discuter des heures, parce que il y a plein de choses. C'est tellement riche. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici, parce qu'il faut venir. Ouais. Donc, il faut venir. dans un premier temps, nous allons vous inviter à revenir au micro parce que franchement, avec tout ce que vous nous avez déjà appris aujourd'hui, on a soif de la suite, on se doute que vous avez encore énormément de choses à nous apprendre et nous vous écouterons avec grand plaisir. Joël François. Oui, alors, il faut quand même pas oublier quelque chose. Chana, tout à l'heure, a parlé des charmes de la Moravie et de la Bohême, et puis de la Silésie. Mais il faut quand même pas oublier que un Gaulois, particulièrement qui vient du sud de la France ou à la limite de Bretagne, il est quand même attaché à la bonne chair. Et s'il y a une région où l'on mangerait bien, c'est la Moravie. Et s'il y a une région où on voit très bonne chose, c'est bien les deux régions. Parce que Pilsen, je sais jamais si en fait si Pilsen était en Moravie ou en Bohême. C'est entre les deux. En Bohême. En Bohême. Plzeň, ouais. Mais attendez, je vais donner un peu plus de précision. Alors, la Bohême, c'est la bière. Plzeň, Bolzenski, c'est Pilsen en allemand. C'est une grande différence, on l'a oublié. Et la Moravie, alors, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, et puis après, j'ai oublié, merci Joël François de le rappeler. Alors, ici, justement, Slovatsko, on est à la limite entre la Slivovice, donc la prune, à 50-51 degrés, parce que chaque village a son, comment dirais-je, sa distillerie. Chaque village, oui. Ouais, c'est officiel. On paye l'impôt chaque fois, parce que nous, dans notre jardin, nous avons des pruniers. En fait, on fait de la Slivovice chaque année, mais aussi la limite avec le vin morave. Vin morave, Cabernet Sauvignon, etc. Donc, ça fait partie aussi de la culture, puisque les gens qui boivent, qui dansent, qui chantent, sont de bonne volonté, et aussi, vous avez raison, qui mangent bien, parce qu'ici, il y a un plat que je sais qui est très apprécié par Joël François, c'est le coleno, c'est le jarret. Oh, ça, c'est très bon, ça, c'est vrai. Mais attendez, c'est pas n'importe quel vulgaire jarret. C'est un jarret qui est enduit de miel avant d'être passé à la broche, quand même. Ouais, tout à fait. Eh bien, nous avons terminé en plus, mon cher Joël François, sur une dimension culinaire non négligeable. C'est une belle conclusion, comme nous avions pris l'habitude de le faire depuis le numéro initial de cette émission des Français qui parlent au français du bout du monde. Mais nous ne sommes pas dans un bout du monde, nous sommes au cœur de l'Europe et nous y reviendrons très rapidement, c'est promis.
Alors, pour terminer, une dernière chanson de Joël Brosse, peut-être une chanson morave. Et qui nous servira d'indicatif. C'est une chanson en français, mais une chanson qui rend hommage à la région natale de Joël Brosse, Camargue. La Camargue. Merci. Je t'ai quitté, ô fille du midi, je t'ai laissé seul, je le regrette pardi. Je pense souvent à toi, mais toi tu me nargues. Je t'aimerai toujours, ô Camargue. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde. Olé, je t'ai quitté, au pays du midi, je t'ai laissé seul, je le regrette parler. Je pense souvent à toi, mais toi tu me nargues, je t'aimerai toujours, au Camargue, au pays du midi, au Camargue. Aux terres de paradis, au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis. Hey! Au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis, au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis. Hey, guitare! Au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis, au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis. Je vois les gardiens qui galopent dans les manades et les taureaux noirs, prêts pour la ferrade, et les Saintes Maries et les gitanes qui chantent et dansent au son des guitares. Au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux terres de paradis, au Camargue, au pays du midi, au Camargue, aux filles du midi.